Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai la Creality K1C. À peu près au moment où elle a été annoncée, je me la suis procurée et je l'avais pas encore testée. Elle était là, enfin voilà, beaucoup de travail sur la chaîne. Elle était là quelque part. Et voilà, j'étais curieux parce que j'avais reçu à l'époque de la part de Creality la K1 et voilà, je l'avais testé. Mon avis avait été plutôt mitigé et j'étais quand même curieux de cette K1C parce que il promettait quelques petites améliorations et surtout la possibilité de pouvoir imprimer avec des filaments CF, donc chargés en fibre de carbone. Alors le filament chargé en fibre de carbone, ce n'est pas du carbone, je le précise. Ça, c'est quelque chose. On a des filaments quand même, enfin, on a des fibres moins longues. On peut pas avoir la résistance du carbone, mais néanmoins, ça apporte quand même à la fois une petite amélioration mécanique, mais surtout une amélioration esthétique plutôt sympathique. Ces filaments en fibre de carbone, donc avoir une imprimante qui permet de le faire, c'est toujours une bonne idée. Et vous aviez été pas mal à me dire, tiens, qu'est-ce qu'elle vaut cette K1C? Qu'est-ce qu'elle vaut cette K1C? C'est pourquoi je me suis dit, allez, prenons-la. Comme ça, je peux la tester et en faire un avis parce que j'aime pas beaucoup donner mon avis sur des machines que j'ai pas testées personnellement. Pour résumer, la K1, je trouvais que mécaniquement, l'imprimante avait pas mal de potentiel. Enfin, mécaniquement, matériellement, l'imprimante avait pas mal de potentiel. Mais j'étais pas fan de l'écosystème de Creality. À l'époque, il y a le slicer pour Mac était encore en retard par rapport au slicer sur la version Windows. C'était pas une expérience logicielle que je trouvais heureuse. Donc dans ce test, on va regarder au passage si entre-temps il y a une amélioration de ce côté-là. En tout cas, est-ce que mon expérience à moi va être améliorée de ce côté-là? Alors, entre-temps, vu que j'ai un peu traîné à faire le test de cette machine, j'ai eu l'occasion d'avoir de la part de Creality leur nouveau dryer en test que vous voyez ici. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une vidéo 2 en 1. Comme ça, on regarde également le dryer et je l'attache à la machine puisque ce qui est important avec le filament en fibre de carbone, c'est vraiment, il est extrêmement sensible à l'humidité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc, ça a quelque chose de cohérent de se dire, je vais pas laisser ma bobine dehors le temps que ça imprime. Je vais la mettre dans un dryer. Alors, j'ai pas mal de dryers, j'aurais pu le faire avec les autres dryers, mais bon, voilà, puisque j'ai donné mon accord à Creality pour pouvoir faire un test pour leur dryer, au passage, on va le faire avec cette machine et puis comme ça vous pouvez voir si la combinaison des deux c'est quelque chose qui vous convient ou non. Bon, allez, il y aura des liens affiliés en description si ça vous intéresse. Pour le filament que j'utilise, ici c'est le filament de Creality. J'ai reçu du filament carbone avec le dryer, donc ça tombe bien, ça me permettra de pouvoir l'utiliser et de le tester. Et je vous retrouve après le générique. Bon, alors commençons par regarder les caractéristiques de la machine. Alors on peut le voir ici, la machine est une Core XY fermée. Donc ça, j'avais déjà fait le test de la K1. Alors on va retrouver beaucoup de caractéristiques communes avec la K1 vu qu'il s'agit principalement d'une évolution. Et on va d'ailleurs regarder clairement quelles sont les différences. Mais maintenant, regardons un petit peu ce que propose la machine. Donc si on regarde ce qui est mis en avant par le constructeur, il parle d'un kit d'extrusion qui empêche les bouchages. Bon, ok, on va le croire. Il part du principe qu'on peut faire plus de 1000 heures d'impression sans bouchage. Bon, très bien, on verra si c'est le cas. Ils mettent en avant leur nouvelle buse trimétal unicorne, donc licorne, avec un changement facile de la buse. Donc on regardera ça également dans la vidéo, comment est-ce qu'on change aussi facilement la buse ou non. Alors ils nous précisent quand même, ils sont gentils mais j'espère que vous l'aurez compris, qu'on a intérêt de s'assurer que la buse est froide avant de la changer, parce que 230 degrés dans les doigts, ça va pas vous faire du bien. Alors ils mettent en avant un système efficace de refroidissement,
en 3 temps. Donc le premier temps avec un ventilateur pour la hot end, le second temps un ventilateur pour refroidir les pièces et un troisième temps un ventilateur auxiliaire pour la qualité d'impression générale. Attention toutefois, avec les ventilateurs auxiliaires, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Bon, alors il nous montre, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que je rigole souvent de ce genre de truc. Il nous montre qu'avec une K1C, on sait avoir une impression comme ça, et avec toutes les autres imprimantes, on a des impressions moches comme ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais bon, hein, c'est ce qu'ils mettent en avant sur leur publicité. Donc évidemment, le C de K1C signifie qu'on peut utiliser cette imprimante avec des filaments CF, bon, principalement du PLA-CF, c'est ce qui est le plus courant, c'est-à-dire un filament qui est chargé en fibre de carbone pour avoir quelques qualités mécaniques supplémentaires à notre filament. C'est évidemment utile pour un usage pour des pièces utilitaires, hein, ça n'a pas vraiment de sens d'imprimer avec un filament qui est à ce point plus cher en PLA-CF une figurine ou quelque chose comme ça. Mais bon, par exemple, des pièces que vous aurez envie de porter, des pièces mécaniques, ce genre de choses peut trouver son intérêt d'avoir un peu plus de résistance mécanique. Alors ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'ils disent pourquoi est-ce que la K1C supporte autant de filaments? Eh ben, premièrement, on a une hot end qui peut monter jusqu'à 300 degrés avec une buse en acier renforcée. Donc ça, elle est de base comme ceci. Je pense qu'avec la K1, on avait une buse en cuivre, mais de toute façon, on regardera après la différence claire avec la K1. On a un PEI flexible, ok, et on a un design fermé qui crée un environnement suffisant pour éviter certains problèmes liés à l'impression de certains matériaux techniques. Alors, je le disais juste avant, c'est évidemment principalement pour des pièces plus utilitaires, plus des prototypes que cette imprimante est destinée. En tout cas, le focus marqué sur l'utilisation de filaments plus techniques avec cette version de la K1. Et on voit ici quelques exemples, hein, des porte-bouteilles pour le vélo, des pédales pour le vélo, hein, ce genre de choses qui peut être envisagé, utilisé, modélisé et réimprimé avec du filament CF. Ce qui, d'après le site, et je suppose que c'est vrai, hein, mais ce qui ne l'empêche pas d'être également performante dans l'utilisation de filaments plus classiques tels que le PLA, l'ASA, le TPU et l'ABS qui est un peu plus compliqué à imprimer, mais avec un design fermé comme celui-là, a priori, on ne devrait pas avoir de soucis. Alors ce qui est mis en avant également, c'est le fait qu'on n'a pratiquement pas d'entretien à faire. Ça, je reste réservé sur cette question-là, parce que si c'est vrai au début de l'utilisation, je pense qu'avec le temps, c'est comme on a vu avec par exemple la Bamboo Lab, je pense qu'avec le temps, on finit par devoir faire quelques ajustements, quelques réglages, quelques entretiens sur sa machine, notamment relubrifier des tiges, enfin voilà, toute une série de choses quand même qu'on doit pouvoir faire. Je suis pas certain de leur affirmation qui dit que c'est aussi simple à utiliser qu'un smartphone dans le temps. Après, vous le verrez, le montage effectivement est extrêmement rapide, hein. Ici, ils nous disent qu'on est sur 3 minutes de l'unboxing jusqu'à la mise en service, parce qu'effectivement on n'a pas grand chose à faire. On branche l'écran, on dévisse 2 vis, on branche 3 vis, excusez-moi, on branche la prise de courant et voilà, c'est fait. Alors cette version-ci intègre également une caméra AI qui est censée nous aider avec une série de détections d'erreurs, par exemple la détection de spaghettis, la détection d'objets étrangers, nous permettent d'enregistrer en time-lapse et faire un monitoring à distance, hein, donc avec une application sur notre téléphone. Donc voilà, on testera, je vais voir comment je peux réussir à faire. Je vais faire une détection de spaghettis, je vais imprimer un truc sans surplomb qui va s'imprimer dans le vide et on va voir s'il arrive à le découvrir. La détection des objets étrangers, je vais mettre une pince comme eux et puis on verra s'ils le détectent. Voilà, on va voir leurs affirmations marketing dans le cadre de cette vidéo. Alors évidemment, on parle de champion de la vitesse, donc ils nous disent qu'on peut imprimer hyper vite avec beaucoup d'accélération, jusqu'à 600 mm par seconde. Alors comme d'habitude, ce sont des vitesses théoriques maximale dans des configurations très précises avec des formes d'objets très précises, et ce n'est pas du tout la vitesse qu'on va utiliser dans la vie quotidienne, hein, dans l'impression quotidienne, mais on testera quand même sa capacité de vitesse.
Enfin, pour le reste, ils mettent en avant le style. Ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien. Je la trouve sobre, assez élégante. Alors, on a des panneaux en acrylique sur le côté et une vitre en verre pour la vitre principale. Et on a, ça c'est un rajout par rapport à la K1, on a un filtre à charbon actif qui est prévu avec la machine. Donc ça, on regardera aussi après. Alors, ils disent qu'elle est pas très bruyante et qu'il y a un mode silencieux. Mais vous voyez, le mode silencieux va imprimer à une vitesse en dessous de 50%. Hein, donc ça, c'est important de le savoir. Mais si jamais c'est vraiment important pour vous, ce mode existe. Et d'ailleurs, on va tester. Hein, ils disent moins de 45 décibels. Je vais lancer une impression en mode calme, quiet mode, et on verra bien ce qu'ils disent. Alors, quelque chose qu'on a qui disent qui n'est pour le moment disponible que via Creality Print, c'est-à-dire l'application qu'on a sur au moins l'ordinateur. Je dois vérifier si c'est également le cas sur l'application mobile, mais c'est cette possibilité de passer un objet. Imaginons que vous avez, comme ici sur l'image, 9 objets puis qu'il y en a un qui a foiré. Eh ben, vous n'êtes pas obligé d'annuler tout votre print, vous pouvez simplement passer un objet directement via votre application. Ils disent que c'est pas encore disponible pour Creality OS, ça veut dire que c'est pas encore disponible comme pour les Bambu Lab directement sur l'écran de la machine. Peut-être que c'est le cas maintenant au moment où j'enregistre, mais en tout cas sur leur site web c'est toujours marqué comme étant indisponible sur l'écran directement. Et pour le reste, on a des pieds en silicone qui sont préinstallés, on a une petite je sais pas, strip band en silicone pour le nettoyage de la buse. Bon, on a le câble, enfin tout ça c'est très bien. Ils disent qu'il est possible de fixer le spool holder, donc le support de bobine sur le côté, avec un modèle qui est disponible sur leur site. Donc voilà, c'est bien parce que moi c'est vraiment le truc en général que je trouve très emmerdant, c'est le support de bobine qui est sur l'arrière, sur ces machines-là. Et enfin, ils disent que ça va bien avec le plateau texturé, le filament Creality Hyper, donc c'est du haute vitesse, et les filaments dryer Pi. Et donc moi justement j'en ai eu un de la part de Creality pour tester cette machine là, donc je vais essayer ça avec et on testera cette adéquation. Et donc je disais qu'on allait regarder un petit peu les comparaisons entre la K1 et la K1C. Bon, je vais pas passer en détail la K1 Max qui est la grande version de la K1. Ce qu'on peut voir déjà sur l'image, j'avais oublié ça, mais c'est vrai, c'est le capot est différent puisqu'on a ici le capot surélevé amovible, alors que sur la K1 normale on avait le capot qui n'était pas surélevé. Donc si on regarde, on voit qu'au niveau des dimensions on est à peu près pareil, avec un petit peu plus haut, c'est le capot justement, et étrangement au niveau du poids on est un peu plus léger pour l'appareil. Mais donc voilà, là ça change pas grand chose. Au niveau de la taille d'impression, là il n'y a aucun changement, on est sur du 220 x 220 x 250 dans les deux cas. La plupart des caractéristiques de vitesse sont exactement les mêmes. On va trouver ici en fait la différence au niveau du filament. Alors ils disent résistant à l'usure. Bon, le texte en français n'est peut-être pas terrible, mais donc qui gère bien les filaments comme ça, PLACF, PECF, PETCF, notamment avec une buse en acier renforcé pour éviter justement l'érosion rapide de la buse avec ses filaments chargés. L'extrudeuse est différente puisque on voit ici qu'on a un extrudeur direct drive entièrement métallique, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a la buse trimétallique intégrée, alors qu'on avait une buse en cuivre dans la première K1. Autre différence, on voit également qu'on a le purificateur d'air alors qu'on ne l'avait pas, et le mode veille. Là maintenant je ne vois pas ce que c'est, mais voilà, on a ceci de ce côté-là. Et la caméra IA qui était facultative sur la K1, intégrée avec notamment le lidar sur la K1 Max, et qui est intégré également mais sans le lidar sur la K1C. Donc voilà au niveau des différences entre la K1 et la K1C. Passons maintenant à l'unboxing. Alors bon, déjà après l'avoir ouvert, on peut voir qu'on a le dessus qui est renforcé aux quatre coins avec des renforts carton, et on a un carton ici au-dessus qui nous explique toutes les étapes du déballage. Donc c'est pas plus mal on voit qu'à l'intérieur on doit également faire une petite procédure pour retirer le cordon d'alimentation,
bouger la chaîne dans la direction indiquée par la flèche. Enfin voilà, on a une série de petites procédures à faire pour retirer les pièces qui sont dedans, hein, parce qu'il y a encore du polystyrène à l'intérieur. Alors on a le petit manuel. Là, c'est un point. Vous allez dire qu'on fait de l'impression 3D, le plastique, on a un peu l'habitude, c'est vrai, mais vous savez aussi que je trouve que l'impression 3D peut avoir un impact positif sur l'environnement, et je trouve pas ça bien d'avoir mis le manuel dans du plastique. Alors, on est chez Creality, donc on va retrouver la petite planche de stickers. On va avoir une carte qu'ils appellent After Sale Carte, voilà, c'est pour faire valoir la garantie. Et on a le guide d'installation rapide, qui est, voilà, qui est comme ceci. Donc, on voit que les étapes qui sont expliquées dedans sont assez claires. Je regarde juste, on l'a en français également. Et le français m'a l'air très correct. J'ai pas l'impression que c'est une traduction Google. J'ai l'impression qu'ils ont quand même été essayé de bien penser ceci. Ah, avec quand même, petit détail à noter. Tu vois ici, si vous souhaitez bénéficier d'une expérience utilisateur différente lors du chargement de la résine. Bon, non, c'est pas vraiment de la résine qui est dedans. Bon, voilà, quelques petites erreurs dans le manuel, mais en tout cas, pas de quoi nous empêcher de pouvoir le construire correctement. Bon, alors on a le dessus du caisson hein, qui est recouvert de plastique protecteur. Ensuite, du polystyrène pour protéger tout ça. Et maintenant, bon, l'idéal ce serait d'être à deux quand même, mais là je ne suis pas à deux dans mon atelier. C'est emballé dans un sachet et c'est pas mal parce que ça nous permet de soulever l'imprimante. Hop! Et voilà, je vais pouvoir me débarrasser de la caisse sur le côté pour y voir plus clair. Bon alors, voilà la bête. Bon, on va continuer la procédure. Hein. Donc ici, on a un petit truc à retirer dans lequel on va retrouver le câble d'alimentation, la poignée qui est affixée et un filtre. Puisque, vous l'avez vu dans la partie caractéristique, une des choses que cette imprimante a apporté, c'est l'ajout d'une filtration active, notamment pour pouvoir gérer les particules émises par l'impression de certains matériaux plus techniques, et notamment l'ABS et le filament chargé en carbone, qu'il soit PLACF ou PETCF ou tout ce que vous voulez CF. Alors à l'intérieur, on va retrouver une petite boîte avec l'écran, le petit rouleau pour le support de bobine. Alors moi, je ne vais pas l'installer parce que justement, je vais l'utiliser avec le dryer. Hein. On va regarder ça après, comment est-ce qu'on va faire. Mais pour moi, je vais faire passer ici le câble par le côté. Ensuite, on a un petit peu de filament de chez Creality. On a 250 grammes. Alors ça, je trouve ça pas mal. Hein. Alors, c'est bizarre, mais je trouve ça pas mal parce que dans à peu près toutes les machines actuelles que j'ai testées, on avait 50 grammes de filament, un petit truc comme ça, très misérable. Voilà, 250 grammes, on peut déjà commencer à imprimer des choses un peu plus sympas pour tester que les 50 grammes misérables qu'on a déjà pu trouver ailleurs. Ensuite, une petite boîte avec notamment cet accessoire. Alors cet accessoire, moi je le trouve bien, j'en ai pas mal. C'est pour dégager un petit peu quand on a un bouchage de buse. Ça peut aider à bien l'appuyer pour faire descendre et essayer de déboucher la buse sans devoir tout démonter. Pour le reste, on a les accessoires classiques, hein, une clé USB, un petit peu d'huile de graissage. Alors moi, j'utilise pas celle-là, j'utilise de la Superlube, mais voilà, hein. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Et on a ici, je ne sais pas ce que c'est. On a une bande autocollante magnétique, donc j'imagine que c'est pour la porte, mais on verra ça plus tard. Alors ensuite, vous voyez que la porte est bien protégée. En tout cas, moi, le transport ne l'a pas fait exploser, ce qui est tant mieux. Et toutes les parties sont bien protégées également, avec plein de films plastiques. De ce côté-là, on n'a rien à redire. À l'intérieur, vous voyez qu'on va retrouver encore du polystyrène. Donc tout est bien bloqué. Si on regarde vite fait à l'intérieur, on a ici le plateau magnétique avec un détrompeur, une petite partie pour le nettoyage de la buse et des détrompeurs. Et moi ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous le savez si vous suivez mes vidéos,
Sans détrompeur, je trouve ça vraiment chiant. Hein. Des fois, on n'arrive pas à la mettre bien. Ici, on la cale dans les vis et hop, c'est fait. Et ce qui nous signale aussi dessus, et donc ça c'est pas mal, qu'il le rappelle, c'est que pour sécuriser la machine pendant le transport, ils ont placé des vis à l'intérieur qui va bloquer le plateau. Si vous allumez la machine va faire un mouvement et vous allez entendre un gros bruit parce que le plateau est bloqué. Pour éviter ça et pour éviter de casser la machine, il faut d'abord dévisser ces vis et ils viennent nous le rappeler ici, hein, qu'il y a 3 vis à retirer sur les côtés gauche, droit et sur la partie supérieure de la machine. Et on ne sait pas le rater parce qu'on a ici une grosse flèche également. Bon alors on va retirer, il y a aussi un petit film protecteur qu'on va retirer. Hop, voilà. On a donc notre plaque qui est utilisable que d'un côté, au passage. Voilà, on a donc notre plaque qui est lisse. On va démonter justement les 3 petites vis. Alors, vous avez les tournevis fournis avec, mais moi, j'utilise les miens. Et voilà, les 3 vis sont retirées. On va pouvoir procéder au montage. Alors bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup à faire pour le montage, juste mettre l'écran et en fait, et installer, et même pas en fait, puisque ça doit être un de rechange. Je vais vérifier l'écran et peut-être la filtration. Et ensuite, on passera à un coup d'œil plus proche de la machine. J'ai retiré des vis maintenant. La première chose à faire pour le montage, c'est de venir brancher l'écran. Alors je me rends compte qu'il y a une petite erreur avec le son montage, donc vous allez m'entendre pour le moment avec un autre micro. Donc voilà, on va simplement brancher l'écran avec un câble à l'arrière et on vient le clipser, donc c'est vraiment pas très compliqué. Ensuite on a la poignée à attacher et pour ça on a juste une petite vis à mettre et à visser pour, voilà, pour fixer la poignée. Et c'est littéralement tout ce qu'on a à faire pour le montage, donc ça va pas être très très long, on va plutôt passer maintenant directement à un coup d'œil de la machine. Bon alors voilà, maintenant que la porte est installée, donc en tout cas que la poignée est installée, on peut voir ici la porte est magnétique et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on a ici, on va faire un petit tour du propriétaire, on a ici le plateau, on l'a déjà regardé, qui est que d'une seule face, donc je l'avais déjà dit, avec la petite truc en silicone pour pouvoir nettoyer la buse et des détrompeurs pour pouvoir fixer correctement son plateau. Voilà, comme ceci. Alors l'écran est sur le dessous. Ça c'est quelque chose que moi j'aime moins. Je préfère quand l'écran est au-dessus. Voilà, je trouve que en plus, l'écran n'est pas vraiment orientable, donc l'angle de vue, pour moi, ça je trouve que c'est un point négatif sur l'imprimante. Alors, c'est la même chose sur la Prusa avec le caisson, mais voilà, j'aime un peu moins ça. Mais sur la Prusa, le caisson, enfin, la vitre est orientée quand même avec un angle qui convient. Alors qu'ici, je trouve pas ça terrible par rapport à la hauteur de mes imprimantes, mais c'est pas non plus un gros problème rédhibitoire, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aime moins. Alors ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a un port USB en façade, ça c'est plutôt bien aussi, le port USB en façade, et on a ici les petits pieds qui vont amortir les vibrations, donc ça aussi c'est un point positif qu'on va retrouver sur cette machine. La structure en elle-même, on est sur quelque chose qui fait pas cheap du tout. C'est vraiment un métal. C'est pas du plastique, c'est un métal qui est agréable au toucher et qui donne une impression de solidité. Alors sur l'arrière, on a le détecteur de fin de filament et le système pour faire passer le filament. On a ici le support, l'emplacement pour le support de bobine qu'on vient fixer comme ceci. Moi, je l'ai dit, je vais utiliser un autre système, donc ici, ça m'intéresse pas d'utiliser celui-là. On a le switch de power et l'emplacement pour la prise de courant. Et on a ici le ventilateur avec le système ici qu'on a à part, donc c'est pas un supplémentaire, qui est un filtre à charbon qu'on va pouvoir venir fixer comme ceci, et donc ça fait partie du montage également. Voilà, et comme ceci il est bien fixé. Et sur les côtés, des panneaux acryliques avec un film de protection
qu'on va retirer juste pour le plaisir de faire du bruit. Voilà. Si on regarde de plus près à l'intérieur, on a ici donc le ventilateur auxiliaire, on a la caméra qui est ici, on a la tête d'extrusion qui est ici, on a l'extracteur d'air qui est ici, qui va permettre de filtrer les crasses et passer à travers le filtre à charbon. Je ne sais pas si c'est suffisant comme filtration, mais en tout cas, voilà, c'est ce système-là qu'on a. Donc, on a le plateau ici, un petit moteur. Et alors, on a ici une petite, je vais vous montrer ça, ici. On a un petit tableau avec, en gros, les instructions d'impression en fonction du type de filament qu'on utilise. Bon voilà, c'est pas plus mal de l'avoir mis comme ça à l'intérieur, mais c'est plutôt au niveau du slicer qu'on verra ça habituellement. Alors on va regarder un petit peu la tête d'extrusion. Alors la tête d'extrusion, vous voyez, on a une chaîne ici pour faire tenir le câble. Alors on a leur nouvel extrudeur, donc on a l'extrudeur amélioré sur celle-ci par rapport à la K1 d'origine, avec ici un système de petits verrous, et en fait c'est pour quand on vient l'alimenter en filament. Donc on doit déverrouiller ou verrouiller une fois que le filament est inséré. Bon voilà, je vais essayer ça. Alors je voulais voir si on pouvait retirer facilement le verrou, le capot, mais il me semble qu'il est attaché, ce qui m'aurait permis de retirer la buse plus facilement, mais là il me semble que c'est attaché. Donc on n'a pas un capot qui se retire facilement, comme par exemple c'est le cas avec la Bambu Lab. Il va falloir dévisser le capot, et une fois le capot dévissé, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors on a un petit ventilateur ici qui est un 40-24 de 24 volts qui est brushless. Ok, voilà. On a ici la conception du fan duct. Vous voyez un petit peu comment est-ce qu'elle est, à quoi ça ressemble, et le système de changement rapide pour la buse. On va aller regarder ça par en dessous. En fait, on n'aurait pas besoin de retirer le capot, à mon avis, pour changer la buse. Donc on va essayer en remettant le capot. Bon alors, pour qu'on puisse y voir plus clair, je l'ai remise à l'envers, je l'ai mise à l'envers. Mais donc on va regarder ici le système pour remplacer la buse facilement, puisque normalement ils disent qu'on a un système de buse qui est remplaçable facilement. Alors, on n'est clairement pas sur un système à la Flashforge ou à la Bambu A1. Alors, je dois être Miro, mais moi, je ne vois pas comment est-ce que ça se retire facilement. Bon, alors, après vérification, il ne s'agit pas d'un système justement de quick swap, pas dans le même sens qu'on l'entend chez Flashforge ou quoi. On peut démonter la buse et on va avoir la buse qui va se retirer. Il faut utiliser pour ça une des clés fournies. Je suis un peu circonspect par rapport à ça, parce que pour moi c'est clairement pas un quick swap. C'est un peu comme sur toutes les buses, on peut démonter la buse, quoi. Voilà, la buse on la dévisse et elle se retire du hot end, on a juste un système plus long, donc c'est peut-être plus facile de remettre la buse en elle-même. Il n'y a pas un système comme ça de contact qui serait pas assez serré, manifestement. Je pense que ça, donc on a un remplacement plus facile d'une buse, mais on n'est pas sur un système de quick swap en tout cas. Ça, il faut le savoir clairement. Bon, alors voilà pour le tour d'horizon de la machine. On n'a pas grand chose à voir. Il y a juste quand même une chose que j'ai vue dans le manuel. On a donc ce capot, et j'avais dit qu'il y avait un bandeau qui serait peut-être un bandeau de rechange. Apparemment, non, c'est un bandeau qui est à venir attacher sur ce capot. De ce côté-ci, vous voyez le trou ici derrière, et on vient attacher le bandeau ici comme ceci. Et voilà, elle est prête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'allumer et on va regarder l'interface. Alors au niveau de l'interface, vous voyez, le démarrage est relativement rapide. Ça a mis à peu près 18 secondes. On a plusieurs langues. On va choisir le français pour voir si les traductions sont bonnes et s'il n'y a pas des coupures à l'écran. Donc voilà, il vient nous rappeler qu'il faut dévisser les 3 vis. Ça, on l'a déjà fait, donc je dis oui. Il nous dit bonjour, tout va bien, tralala. Il nous demande d'accepter la politique de confidentialité qu'on n'aura pas lue. On se connecte au réseau, alors vous verrez pas mon mot de passe. Et voilà, je suis connecté, je fais suivant, je dois choisir mon fuseau horaire.
Alors là, c'est pas très intuitif, hein. Il faut que vous connaissiez votre fuseau horaire parce que sinon, vous l'avez un petit peu dans l'os. Alors, on me demande ici, j'ai une espèce de message d'erreur, liaison au Creality Cloud. On me demande de scanner le code pour relier mon appareil au Creality Cloud. Bon, je vais mettre international. Je vois pas trop quel code je dois scanner. Bon, on verra ça après. Il va faire un autotest et ça va prendre à peu près 11 minutes. Donc, il va faire l'auto-leveling, enfin toutes ces choses-là. Et pendant ce temps-là, je ne dois toucher à rien. Alors voilà, il nous dit que l'autocontrôle est achevé, hein, c'est lui qui l'a écrit. C'est pas forcément quelque chose qui est le plus, comment dire, le plus pertinent, hein. C'est une application sur un téléphone, c'est pas un vrai sonomètre. Mais bon, ça donnera déjà une indication. Ici, le ventilateur chauffe à mort pour refroidir la buse après l'autonivellement. Et donc, on va déjà pouvoir regarder. Ici, on voit qu'on est à peu près à 71 décibels quand je parle pas, avec la porte ouverte. Et porte fermée, on perd à peu près 5-6 décibels. Donc, à ce niveau-là, c'est déjà pas mal, hein, de se dire qu'effectivement, le fait de fermer la porte nous permet d'avoir un petit peu moins de bruit. Alors maintenant, le ventilateur de la hot-end, c'est terminé et on n'a plus que le ventilateur de la carte mère qui tourne. Alors regardons ce que ça donne. On est ici à 54 décibels et ça ne change pas grand chose. Porte fermée, c'est normal vu qu'en fait le bruit vient d'ici en dessous. Donc voilà. Donc ça, on regardera un petit peu cette mesure plus tard en cours d'impression, hein, pour avoir une idée un petit peu plus logique. Et puis on fera peut-être le test, on le fera pas peut-être, on fera le test de l'impression en mode ultra quiet pour voir l'impact sur le bruit de ceci. Alors je reprends mon petit menu. Voilà l'interface en tout cas maintenant, l'interface de 7K1C via le menu. On a quelque chose de propre, hein. On a quelque chose de propre, ça, il n'y a rien à dire. Sur le côté, on a ici les températures et on peut venir les monter comme ceci. Pareil pour le plateau. Et ici, on a une température sur laquelle on ne peut pas influer, mais qui est la température en fait ambiante. On est pour le moment à 24 degrés, mais en tout cas, il y a une prise de cette température. On le voit affiché, mais évidemment, il n'y a pas de chauffage actif, donc on ne peut pas modifier, adapter cette température. Alors, on peut allumer ou éteindre la lampe ici. On peut faire fonctionner les ventilateurs, les 3 ventilateurs. Donc, on a le ventilateur arrière, c'est celui qui va extraire l'air pour le faire passer dans le filtre à charbon. Le ventilateur latéral, c'est comme son nom l'indique, celui qui est sur le côté. Et le ventilateur du modèle, ça en fait, c'est plutôt le ventilateur 20. Voilà, c'est peut-être pas une bonne traduction, mais le ventilateur qui est au niveau de la hot-end. On a un graphe qui vient nous indiquer ici les températures et on a des petites icônes ici. Alors ici, j'ai une icône avec, je sais pas, un lien cassé. On va regarder ce qu'il en est après. Donc ça, c'est le menu Home. On a une petite touche de réglage et on arrive à cette interface qui me rappelle beaucoup une autre interface dans laquelle on va pouvoir bouger le plateau. Alors, il me demande de faire un homing avant et une fois que c'est fait, je peux venir bouger mes axes, mon plateau ou mes axes. Voilà. C'est ici aussi qu'on va pouvoir venir régler la vitesse. Alors, vitesse standard, là, c'est un petit peu comme sur d'autres machines. On va partir du principe que la vitesse qui est dans votre G-code est à une valeur de 1 et correspond à la vitesse standard. Et si vous bougez ici, ça va pas bouger la vitesse du G-code. Voilà, il y a une temporisation d'écran. Ça va pas bouger la vitesse du G-code, ça va bouger dans la machine et faire tourner à 50% moins ou encore, je ne sais pas, ça doit correspondre à 25% peut-être, pour que ce soit complètement silencieux. L'onglet extrusion nous permet de venir extruder ou retracter de la matière, notamment pour changer le PLA. Et refroidissement nous permet, c'est le menu dans lequel on était juste avant avec la touche de raccourci rapide. On a ici l'onglet où on va pouvoir trouver les fichiers à imprimer et on voit qu'on a, on a de l'espace en local et pour le moment on a 4 fichiers. On a également un onglet pour le lecteur USB si jamais on utilisait la clé USB. On peut voir qu'il y a à chaque fois la petite indication de la vitesse. Ici, ils ont un test pour tester le filament Hyper PLA en 7 minutes.
On voit le nombre de mètres que ça prend. On peut choisir de faire le calibrage ou non. Casta, je sais pas ce que ça veut dire. Mais donc, voilà une prévisualisation du J-code, un Benchy en 16 minutes. Alors pour moi, ça veut pas dire grand-chose, hein, ces vitesses et ces Benchy et compagnie. Mais bon, voilà. Et on a les fameux fichiers hein, qui disaient pour pouvoir mettre le support de bobine sur le côté. Donc on peut les imprimer directement, ils sont mis dans l'imprimante. Si on vient sur la roue crantée, on a des paramètres. Paramètres qui nous permettent de déterminer la luminosité de l'écran, de déterminer la durée à laquelle l'écran va rester allumé avant de s'éteindre automatiquement, la langue, les vérifications automatiques. Alors là, mise en forme de l'entrée, c'est l'input shaping, évidemment. Donc la traduction est pourrie, hein. Je suis désolé, mais je dois le dire. Donc ça, c'est l'input shaping. Donc en gros, c'est la calibration, hein, si on veut refaire la calibration. Information du compte-route, ça c'est si on veut débloquer toutes les capacités de la machine, mais en contrepartie accepter que notre garantie nous passe sous le nez et donc avoir accès à certaines fonctionnalités débloquées. Un rappel de mise à jour, alors le fuseau horaire relié au Creality Cloud. Là, il me dit toujours qu'il y a un échec d'initialisation d'IoT, donc je dois revérifier les paramètres. Ça, je vais voir. Peut-être que j'ai une mise à jour du firmware à faire. Vérification de la version. Il me dit que j'ai la dernière version en cours. Donc, voilà, je vais devoir voir. Et mode expert, ça, c'est quelque chose qui est pas mal, qu'on n'a pas sur la Bamboo. C'est que dans le mode expert, on peut régler un décalage en Z. Trafic, ben je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est des options qu'on a en cours d'impression. Et concernant, ben, c'est le About, on a des informations sur la machine. Au niveau de réseau, eh ben, on va avoir, j'imagine, ben, vous voyez ici, je crois que ça déconne parce qu'en fait, il n'a l'air de pas être connecté. Donc, je vais le reconnecter. J'espère que, voilà, c'est pas un bug trop courant. Et là, il me dit erreur de mot de passe. Bon. Mais il ne voit plus mon Wi-Fi. Tout va bien, ou tout va pas bien justement. Je vais regarder pour régler ça après, c'est pas grave, on continue et je vous dirai comment j'ai résolu le problème. Caméra, on va avoir la liste de nos vidéos, ici j'en ai encore aucune. On peut régler les paramètres de caméra et donc choisir si on veut activer ou non le time-lapse. Les fonctions IA, ben on peut décider si on veut les activer, hein, par exemple qui détecte les erreurs, etc. Voir si la première couche est bonne. Mais la première couche, ça ne va pas en fait parce qu'il n'y a pas de lidar dedans. Donc l'interface est prévue pour tous, mais on n'a pas on n'a pas la caméra avec le lidar. Et on peut lui demander ou non de suspendre l'impression si jamais on a des défauts. Enfin, le petit bonhomme nous permet d'avoir accès à un menu d'aide, à notre historique d'erreurs ou pouvoir venir retrouver le journal. Et là maintenant, je vais essayer de la reconnecter au réseau. Bon alors voilà, là je ne comprends pas pourquoi, mais mon Wi-Fi, il ne veut pas le garder. J'ai jamais eu ça avec aucune de mes machines, mais il veut pas le garder le Wi-Fi. Donc j'ai fait un partage de connexion avec mon téléphone. Et là ça veut bien et c'est pour ça par exemple que je n'avais pas le code QR pour pouvoir le lier avec le serveur de Creality. Donc je vais devoir chipoter un peu dans les paramètres de mon routeur pour voir ce qui fait qu'il ne veut pas le prendre. Est-ce que c'est parce que je suis sur un réseau hybride 2,4G, 5G et donc est-ce que voilà, est-ce que c'est ça le problème? Je sais pas. En tout cas, là j'ai un problème de connexion avec cette machine et je n'arrive pas à la régler là comme ça très facilement. Je suis maintenant dans l'application et je vais rajouter. Je suis donc dans l'application, j'ai dû scanner le code QR, il a trouvé l'appareil très vite et on regardera après un peu plus l'application. Mais maintenant, on voit que je suis lié au Creality Cloud. Bon voilà, ça a bien voulu fonctionner. En branchant avec un point d'accès avec mon téléphone, j'ai pu faire une mise à jour, un firmware plus récent. Et là, mon Wi-Fi est connecté. Alors, ce que je comprends pas, c'est que mon routeur est là dans mon garage à côté. Il devrait avoir plein réseau et pourtant, il voit pas plein réseau. Mais bon, hein. Là, maintenant, ça marche. Donc, on va être content avec ceci. Bon, de toute façon, on avait vu un petit peu l'ensemble de ce qu'on devait voir par rapport à ça. Il y avait juste la partie où il fallait lier au Creality Cloud. Donc là, c'est dans la roue crantée, système et puis relier. Oui, je l'ai remis en anglais entre temps, hein, vu que je n'y arrivais pas.
et vous avez un code QR à utiliser dans l'application Creality Cloud et vous pourrez alors utiliser l'imprimante avec votre application. Alors maintenant que c'est fait, je vais installer du filament et on va imprimer un Benchy. Alors je vais d'abord installer du PLA et je ferai après des tests avec du filament chargé en carbone. Et voilà, maintenant que j'ai chargé le filament, alors on entend un petit peu le bruit de ventilation derrière de la machine, hein, puisque la buse a chauffé. Maintenant que j'ai chargé le filament, on va imprimer le premier test, ça va être le Benchy. Alors voilà, il s'est imprimé en 17 minutes, mais je trouve que la qualité, ça va, hein. La qualité est correcte. On a un peu de stringing, c'est peut-être à cause de mon filament, mais je trouve que la qualité est pas aussi top sur ces couches ici en dessous. Là, c'est fait avec un simple filament qui n'est pas justement un hyperspeed filament, machin chouette. Bon, en général, je crois pas trop dans ça, mais je vais changer de filament et je vais essayer d'en réimprimer un autre et on verra si la qualité sera meilleure. Alors voilà, ça s'est réimprimé avec un autre filament et c'est déjà un peu plus beau. Bon alors, je trouve quand même que, bon, on est sur un Benchy qui est imprimé vite, il pourrait être plus beau, mais ça va, hein, c'est correct. Il y a un petit peu de choses que je trouve pas extra, mais ça va, c'est correct. Bon, avant de continuer le test de l'imprimante en elle-même et de regarder un peu l'application et toutes ces choses-là, on va s'arrêter un peu sur le filament dryer hein, que j'ai reçu pour pouvoir le coupler à cette machine. Et donc, c'est leur nouveau système dans leur Creality Ecosystem. Alors, qu'est-ce que propose ce filament dryer? Si on regarde un petit peu sur la boîte, il dit qu'on a une température ajustable de 45 à 70 degrés. On a un monitoring en temps réel de l'humidité. Ok, ça c'est super, sur papier en tout cas. On a un temps de drying, voilà, qui est ajustable, ça, heureusement. On a des presets pour 12 types de filaments et un système de chauffage à 360 degrés. Alors, on a un look un peu futuriste comme ça, hein, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Je sais pas si j'aime à mort, mais j'aime bien. Je trouve que ça a un côté sympa. Donc, je vais l'essayer. Et donc, on va commencer par un petit unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, je l'ai encore eu avec une prise qui ne correspond pas à une prise européenne, mais c'est pas grave. J'ai des choses comme ça en remplacement. Et il vient relativement bien emballé. On a un petit tube PTFE ici pour pouvoir le rattacher à l'imprimante et ça c'est ce que je vais faire. Alors ici on peut voir sur le côté, il a vraiment un look particulier hein. On a un petit mode d'emploi à l'intérieur, vraiment tout petit pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il s'utilise. Bon voilà, et avec une liste de matériaux, c'est toujours utile. Et donc on a un système rotatif à 360 degrés dedans. Il se ferme assez facilement et ça, c'est un point qui est sympa. On n'a pas 50 millions de petits trous comme dans certains dryers, mais on en a un ici qui est vraiment fermé dans du silicone, qu'on peut fermer avec un petit truc qui reste attaché. Hein, ça, c'est quand on veut l'utiliser de manière autonome juste pour sécher notre filament. Et ça, je trouve ça pas mal. Et après, sinon, on met notre tube PTFE dedans. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien pensé de leur part. Moi, je vais directement mettre le tube PTFE dedans, voilà, comme ceci. Et en fait, ça me permettra de pouvoir faire comme ça, ou plutôt de l'autre côté. Et vous voyez, ça, je vais pouvoir l'attacher comme ceci. Donc, je vais retirer ce petit bout. Bon, alors déjà, je vais devoir retirer le filament. Et donc, vous voyez, ce petit bout de PTFE que j'ai retiré là, qui servait de guide, je viens mettre mon PTFE ici, dedans, à la place. Je retire le support de bobine, qui me sert plus rien là derrière. Et c'est vraiment une addition sympa, puisque, du coup, maintenant, j'ai un filament dryer, ce qui me permet de conserver
à l'abri de l'humidité, ben, par exemple, le filament chargé en carbone, et ça c'est important de pouvoir le faire, le TPU également, hein, qui prend vite l'humidité. Et en même temps, ben, j'ai un accès beaucoup plus facile pour charger et décharger le filament, et je gagne de la place en profondeur, ce qui pour moi est important parce que mes établis sont pas très profonds. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, alors j'ai un petit peu de plastique de protection. Alors là maintenant, ben, je vais remettre le filament dedans. C'est du filament haute vitesse avec une couleur un peu sympa. On va s'en servir, donc ça c'est du PLA, on va s'en servir pour la suite des tests. Et voilà ben, comment je viens le charger pour que ce soit plus facile. J'ai fait passer le filament par derrière, par ce trou-là. Et puis, je viens simplement faire passer le filament jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'extrudeur. Et puis, je viens faire l'extrusion pour qu'il charge le filament. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. C'est même plus facile, je trouve, que de se mettre derrière et commencer. Enfin, bref, voilà. Et on a quelque chose qui me paraît bien intégré. Et en tout cas, dans le look, c'est super intégré, hein, puisque, vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui est de la même couleur, avec les mêmes rappels de forme au niveau des poignets. Donc ça, c'est une solution que je trouve vraiment confortable et vraiment sympa. Alors je sais que ce modèle existe en double bobine également. Ici moi j'ai reçu celui en simple bobine, mais je sais qu'il existe également en double bobine. Au cas où ça vous intéresse, je mettrai un lien en description. Bon, alors voilà, j'ai été chercher un autre câble d'alimentation de type radio, puisque celui que j'avais reçu était avec une prise américaine. Et voilà, je l'allume. Quand on l'allume, on a un mode veille et on doit venir appuyer ici pour qu'il s'allume complètement. Et on a une interface qui est assez simple. Je vais rapprocher pour que vous puissiez voir. On voit le taux d'humidité. Hein. Là, on est à 61% dedans à l'intérieur. Donc, c'est quand même pas mal. Là, on a le type de matériau. Alors là, c'est pas du TPU. Là, il est réglé TPU. Je vais changer ça. On a la température, on a la température visée. Alors il faut faire un appui un peu long. J'ai pas l'habitude. L'écran est un peu. Vous voyez, il y a. Donc ça marche bien, hein, mais il faut pas juste appuyer. Il faut rester appuyé quand même un petit peu. On vient choisir avec la roue crantée ce qu'on veut modifier. Ici, si je me mets sur matériel et que je fais allez, vous voyez, j'ai déjà le PLA CF qui est prévu. Là, c'est du PLA normal, du PET, du PA, du PC, du PETG, de l'ASA, de l'ABS, du PP, du TPU et du PLA. Donc, je vais laisser ça pour le PLA. On vient choisir le temps pendant 5 heures. Hein, allons-y, gaiement. Et on voit directement la température qui monte et le taux d'humidité qui descend relativement vite. Donc là, il a perdu déjà, vous voyez, il a déjà perdu 7% d'humidité. La température monte assez vite. On entend le bruit, hein, on l'entend fonctionner, mais on l'entend moins que le ventilateur de la machine. Donc, voilà, ça c'est... on n'est pas clairement sur une solution ultra silencieuse, ça, on doit bien l'avouer. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas du tout dans mon atelier. Bon alors, pour le dryer, c'était une petite présentation rapide, hein. Je n'ai pas fait un test complet. De toute façon, je ne vois pas trop ce que je peux tester plus, à part qu'il fonctionne, qu'il fait un peu de bruit, qu'il a un look très sympa et que le menu est assez facile et intuitif à utiliser. On va repasser sur le test de la machine et ce qu'on va faire maintenant, c'est tester un peu leur application mobile pour faire un premier test d'impression avec l'application mobile. Et pour ça, je vais passer sur mon téléphone. Bon alors avant, je me suis dit, tant qu'à faire, maintenant que l'imprimante a cessé de tourner, hein, que les ventilateurs se sont éteints, on peut entendre un petit peu mieux le bruit que fait le dryer en fonctionnement. Et on va objectiver ça avec le sonomètre. Donc là, on est à peu près à 55 décibels en fonctionnement. Et si je l'éteins, on entend le bruit que fait la machine, donc le ventilateur qui tourne simplement quand elle est allumée, on est à peu près à 50 décibels. Comme ça, vous avez un petit peu la comparaison entre les deux. Alors maintenant, on va regarder
cette application. Alors j'ai mon téléphone pliant, donc vous verrez mieux. On est donc voilà sur l'application Creality Cloud. Bon, l'application n'a pas beaucoup changé en elle-même par rapport à mon test de la K1. On est toujours sur quelque chose, moi je suis pas hyper fan. Je trouve que l'application est très fouillie. Il y a beaucoup de, on sait pas trop ce qui est payant, ce qui est pas payant. Il y a des modèles, voilà, comme ceux-ci qui sont payants. Et il y en a beaucoup. De temps en temps, il y a un gratuit. On a beaucoup de, quand on ne paye pas le premium, et moi je paye pas le premium, on a beaucoup de publicité. L'interface me paraît vraiment très fouillie. Alors le premium, hein, on peut regarder. Je découvre que ceux qui achètent une Creality K1, K1 Max ou K1C et une Allot Mage Pro ont 1 an de premium gratuit. Eh ben, je ne savais pas, mais tant qu'à faire, je vais souscrire alors au 1 an de premium gratuit. J'aurai donc peut-être moins de pubs et des modèles à imprimer un peu plus sympas. Je vais faire ça. Mais donc vous montrer, hein, on a des modèles, par exemple dans les Premium Free, des modèles qui sont payants avec la monnaie interne à l'application et qui sont en fait gratuits une fois que on a le Premium justement. Alors qu'est-ce que permet le Premium outre ça? Je pense qu'on a plus d'espace de stockage. Je vois pas exactement où je peux voir ça, mais on a plus d'espace de stockage dans le cloud. Ça, j'en suis certain. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? On a des modèles 3D gratuits. On accélère le téléchargement, le slice via leur application. Hein, donc ça, c'est quand on fait du slice via le mobile. Moi, personnellement, ça m'intéresse assez peu. On a des produits exclusifs à échanger. On a moins de pubs. On a le print AI detection. Donc, apparemment, la détection AI impose d'avoir... Alors là, il va falloir que je teste un peu, mais si c'est ce que je pense, je trouve ça pas terrible. Ensuite, on a dans l'application un logo doré exclusif, un support personnalisé, plus de stockage cloud, donc 8 Go au lieu de 2 Go, une remise si on veut du stockage encore complémentaire, des challenges, des cadeaux d'anniversaire, pas de pub, enfin voilà. Mais vous savez que vous pouvez avoir 1 an gratuit, ça correspond quand même à 94,99 € avec votre imprimante. Alors, avant de me passer en premium, on va regarder déjà ce qu'il y a et éventuellement les limites qu'on a quand on n'est pas premium. Donc, on a une interface ici en 4 boutons. L'accueil, comme je disais, qui est quand même, je trouve, assez fouillis, avec des catégories, mais pour moi, c'est pas très facile à utiliser. Mais bon, c'est mon avis très personnel. Et je le trouve très complexe, surtout si on veut chercher un fichier gratuit. Donc, si je viens cliquer ici en haut sur modèle, bon, j'ai quelques catégories. Imaginons que je veux, je sais pas moi, un animal. Voilà. Ces modèles-là sont gratuits. Hein. Si vous voyez pas un petit bandeau comme ceci, ça veut dire qu'il est gratuit. Là, vous devez le payer avec de l'argent que vous pouvez acheter, des espèces de monnaie, mais c'est aussi en même temps de l'argent que vous pouvez gagner en imprimant un fichier, en partageant des fichiers, etc. Donc, vous pouvez soit payer contre du vrai argent pour avoir cette espèce de monnaie, soit essayer de le gagner en utilisant l'application et en partageant vos créations avec la communauté. Si je mets les filtres, eh ben, vous voyez le prix du modèle, je peux, si je mets par exemple que je veux mettre de 0 à 0, est-ce que ça marche pour n'avoir que les gratuits? On va voir. Hein. Ça marche pas vraiment puisqu'en fait, il m'affiche toujours des payants, sauf s'il considère que comme étant premium, c'est gratuit. Bon, voilà. Moi, personnellement, je comprends qu'on puisse apprécier ce genre d'application communautaire. C'est pareil chez Bamboo avec MakerWorld, Anycubic s'y met aussi. Voilà, moi je suis pas acheteur de ce genre de choses personnellement. Je cherche ou je modélise moi-même mes fichiers d'une manière un peu traditionnelle, mais c'est mon côté boomer. Donc j'imagine que vous, si vous c'est quelque chose que vous trouvez génial et qui vous intéresse, super, vraiment super pour vous. Alors l'onglet qui est intéressant, ici c'est l'onglet Workbench, où on vient associer notre imprimante, donc j'avais montré un peu avant, avec un code QR qu'on scanne, notre imprimante est associée. J'ai ici ma K1C qui est là, je vois la température de fonctionnement actuelle,
Alors quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est d'avoir l'image de la vidéo. Hein. Je n'ai pas réussi à l'avoir et je ne sais pas pourquoi, mais je n'y suis pas arrivé. Alors certains disent que si on désactive le timelapse, on peut l'avoir dans l'application. Donc là, je désactive le timelapse. Il prend un peu de temps, mais je ne l'ai quand même pas. Bon. Et c'est vraiment lié à l'application. Je sais pas pourquoi, parce que regardez, si je vais sur la page web, un petit peu comme avec Clipper, hein, si on tape l'adresse IP de la machine, on a accès directement à une interface web. Je vais vous montrer ça ici. Et ben, vous voyez que j'ai accès à la caméra. Hein. Si je mets ma main dedans, c'est ma main. Bon alors, ça lag un peu, hein, la caméra, mais voilà, ma main est là, tout va bien. Donc c'est via l'application. Alors on regardera sur l'ordinateur si là on n'a pas de souci, mais via l'application mobile, je n'ai pas réussi à pouvoir l'utiliser. Alors, toujours est-il que c'est pratique d'avoir une application mobile hein, elle nous avertit aussi quand l'impression est terminée. Notre compte, vous voyez, on a toute une série de choses. Bon, j'ai déjà fait quelques trucs, donc avec mes autres imprimantes Creality. Donc voilà, j'ai un compte niveau 4. Ouais, super. J'ai absolument aucun badge parce qu'en fait, je suis pas très actif avec ce genre de choses. Mais bon, vous pouvez gagner des badges. Si vous aimez bien ça, tant mieux. Et voilà, je vais venir débloquer le Perks pour avoir mon premium pendant 1 an. Et voilà, j'ai mis l'ID qui était trouvable derrière la machine ou directement après avoir lié la machine à mon compte Creality dans les informations de l'imprimante. Et il me dit félicitations, maintenant je suis un premium, tout va bien. C'est très cool. Et voilà tous mes cadeaux. Hein. J'ai la webcam en direct, le vidéo replay. Alors, je vais quand même regarder un truc au cas où. Maintenant que je suis premium, j'ai quand même pas la vidéo qui apparaît. Hein, au cas où c'était ça le problème. Et vous voyez, je suis premium, hein, valable jusqu'au 24 du 4 2025. Alors, on va imprimer un modèle et on va en profiter pour choisir un modèle premium gratuit, hein, puisque cette fois-ci, je peux le prendre. Et voilà, je vais faire ce petit lapin articulé. Hop. Et ça va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut slicer et imprimer directement depuis cette application. Alors ils me disent ici que ce modèle est prêt à être imprimé. Donc il suffit de faire une sélection. Ok. Je clique sur imprimer. Je choisis mon imprimante. K1, K1C. Bon, il n'y a pas K1C dedans apparemment. Mais on va mettre K1. Hein. Hop, voilà. Je lui dis d'imprimer. Il me demande de choisir mon appareil. Ah bah oui, forcément. Il me voit pas de K1 puisque je n'ai pas de K1 mais j'ai une K1C. Ça c'est en ready to print, on peut aussi le slicer. Hein. Bon alors comme je n'ai pas de K1 mais une K1C, il pouvait pas imprimer comme ça le modèle directement parce que le modèle avait été prévu avec un profil pour la K1. Eh j'ai simplement fait découper. Alors en faisant découper, vous voyez, j'ai ici mon modèle qui apparaît comme ceci et j'ai un slicer, hein, vous voyez. On a les caractéristiques, on peut faire différentes opérations, hein, comme dans un slicer normal, faire une disposition automatique, déplacer, mettre à l'échelle. Je suis sur la K1C avec du PLA, voilà, mon matériau est ici. Je peux modifier des paramètres comme la hauteur de couche, les motifs de remplissage, enfin voilà. Là, je vais rien modifier, on va le laisser tel quel. Et je fais découper. Il va faire le découpage dans le cloud. Et maintenant qu'il est découpé, je peux faire imprimer. Je choisis mes imprimantes. Je vois ici que j'ai ma K1. Je clique dessus. Il me demande de m'assurer que j'ai pas d'objet imprimé sur le plateau. Sinon, ça causera des dommages mortels à l'appareil. Ça me fait peur. Sérieusement. Pauvre appareil. Je lance. Alors, il me dit d'activer ou non la calibration avant, comme ça il exécute les calibrations avant. On va réessayer. Vous voyez ici que j'ai toujours pas dans l'application le signal vidéo. Bon, je n'y arriverai probablement pas, mais c'est pas très grave puisque moi personnellement j'utiliserai pas l'application pour utiliser cette imprimante. Ah, et maintenant j'ai ma vidéo. C'est génial, tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi, mais au moins, vous voyez, j'ai ma vidéo et j'ai même encore un petit peu de filament, j'espère qu'il va bien le nettoyer, qui coule de ma buse.
Mais donc voilà, hein, on voit que le plateau est chauffé à 53%, que la buse est chauffée à 76%. Il va nettoyer la buse, donc ça c'est très très bien. Et vous pouvez entendre que là, ça fait un sacré boucan. Alors, je peux fermer la porte, ça fera toujours autant de boucan, puisque quand on imprime du PLA, il conseille de ne pas laisser le capot supérieur. Si je mets le capot, ça fait un petit peu moins de bruit. Alors on va objectiver le bruit. Donc on a vu maintenant l'application. On va objectiver le bruit. Bon alors voilà, j'ai éteint le dryer histoire qu'on entende bien. Je suis ici à peu près... Bon, je vais arrêter de parler pour que vous voyez. Aux alentours de 63 décibels avec la porte fermée quand elle imprime sur ses premières couches. Donc c'est plus lent. Et la ventilation de la hot end n'est pas activée. On va regarder tout de suite après, une fois qu'elle est en pleine vitesse de fonctionnement, en plein travail, quelle est la différence de décibels. Bon alors là maintenant elle est à pleine vitesse, hein. D'ailleurs vous pouvez l'entendre, hein. Ici elle fonctionne bien. Et on va regarder, on est donc aux alentours de 75 décibels quand elle est à pleine vitesse. Je viens d'activer en mode silence, il diminue sa vitesse considérablement. Alors à ce niveau-ci, je trouvais qu'on ne voyait pas beaucoup de différence à ce niveau-là, mais c'est parce qu'on a toujours le ventilateur de la carte mère en dessous qui fait pas mal de bruit. Et donc si je me rapproche de la source ici, alors vous le voyez moins bien, mais avec ici, il m'indique 63 décibels. Si je réactive le mode normal, il est ici à peu près à... Donc je vais ouvrir la porte, hein, pour vous montrer. Il est ici à peu près à 76 décibels. Bon, je répète encore une fois, hein, ceci n'est pas un sonomètre professionnel, mais on a une idée quand même du rapport de proportion du volume. Hein, c'est peut-être... J'ai pas pu isoler les sources, et donc quand ils disent que en mode silence, le bruit diminue considérablement, il faut quand même être prudent. Le bruit diminue pour le bruit qui est occasionné par la hot end. Mais vous avez toujours le bruit du ventilateur auxiliaire s'il est activé, du ventilateur extérieur, enfin arrière, et du ventilateur de la carte mère qui viennent un petit peu masquer tout ça. Donc vous n'aurez pas, ça c'est une info à savoir, si vous utilisez le mode silence, clairement on voit que le son, que le bruit diminue clairement, mais vous n'aurez pas une impression complètement silencieuse, vous ne pourrez pas dormir avec vous, avec à côté dans votre chambre. Ça, c'est un point quand même qui est à noter. Bon alors voilà, hein, le lapin s'est imprimé, ce lapin flexible. Alors dans le slicer, il y avait manifestement un brim, donc on va le retirer. Je n'avais pas fait attention, mais en tout cas, l'impression s'est bien déroulée. Hein, comme vous le voyez, on a notre petit lapin flexible sans trop de difficultés et la qualité est plutôt sympa. Hein. C'est pas mal. Donc, ça, c'était via l'application. On va maintenant utiliser Creality Cloud ou Creality Print sur l'ordinateur. Alors, moi, je suis sous Mac, donc on va regarder ça sous Mac. Alors me voilà dans Creality Print, hein, puisque c'est le premier slicer qu'on va tester. Je suis ici sous la version Mac et on est à la version 4.3.8.6984. Donc c'est la dernière version en date. Je vais me connecter à mon compte en scannant dans l'application le code QR. Et voilà, je suis maintenant connecté. Alors, j'ai accès aux choses que j'ai déjà imprimées par le passé. Et vous voyez ici dans le cloud slicing, j'ai mon petit bunny que je venais d'imprimer. Ça, c'est d'autres choses que j'ai imprimées par le passé d'ailleurs encore. Hein. Et donc j'ai voilà mon petit bunny qui est imprimé ici. J'ai mes modèles qui sont ici et je vois mes imprimantes. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que il la voit en hors ligne. Bon, c'est pas grave, on va venir regarder ici. Si je fais gérer mes imprimantes, je vais venir chercher mes imprimantes sur le réseau. Donc là, la Creality
La K1C est ici, il l'a trouvée, je la rajoute. J'ai donc maintenant accès à mon imprimante. Si je clique sur détail, vous pouvez voir ici, j'ai lancé l'impression du bunny sans faire exprès. Bon, heureusement que je le vois, il faisait sa calibration. Donc je vais lui demander d'arrêter. Et donc j'ai accès à l'imprimante via Creality Print avec ici la caméra. J'ai là la liste de mes fichiers. J'ai la liste de mes timelapse vidéo qui sont ici. Et les différentes impressions que j'ai faites, on voit quand elles se sont bien terminées ou non. Je vais revenir à mon onglet Prepare. Donc, alors on peut le mettre en français, je pense. Mais, ah non, il n'y a pas de français, donc on n'est que en anglais. Et je viens rajouter une imprimante, la K1C. Alors, il y a deux choses. Il faut rajouter l'imprimante comme ça, comme base pour faire le slicing. Et puis avoir accès à l'imprimante sur le réseau comme on l'a vu. Bon. Je viens rajouter ma K1C. Je n'ai plus la Endor 3 V3KE, donc je vais la retirer. Et ça me permet de voir au passage les vitesses. Vous voyez ici pour les limites de vitesse, il nous met 800 mm par seconde. Bon, c'est des vitesses, sont vraiment des limites. On va voir plutôt au niveau de l'impression à quelle vitesse il propose d'imprimer. Et quand je suis dans le slicer comme ça, que j'ai configuré ma nouvelle imprimante, mon matériel, je viens choisir celui qui est dans l'imprimante pour le moment, c'est l'équivalent du HyperPLA, donc je vais garder les settings pour le HyperPLA qui est la marque de chez Creality. C'est pas du Creality qu'il y a pour le moment, mais après j'utiliserai le HyperPLA HyperPLA CF pour les tests sur les filaments chargés en carbone. Et maintenant, je vais importer un modèle à moi. Alors, pour le modèle à moi, vous avez vu avant, je suis passé à Creality Premium parce que j'avais droit à ça pendant 1 an avec l'imprimante. Si je clique sur modèle ici, j'ai accès à la bibliothèque de Creality Premium. Mais là encore, je trouve qu'elle est particulièrement compliquée. Pour trouver un modèle, pour chercher. Les filtres dedans sont pas terribles. Je trouve que cette base de données pour rechercher ça est un peu compliquée, on va dire. Une autre possibilité, c'est évidemment d'importer moi-même un STL à moi. Par exemple, si je voulais imprimer la Mona Lisa. La troisième possibilité, c'est d'aller sur le site de Creality Cloud et d'aller trouver des modèles. Alors vous voyez ici, je suis sur le site de Creality Cloud et ça va fonctionner un peu comme l'application. Donc je viens d'abord me connecter, je vais faire pareil avec le code QR et j'arrive ici à mon interface Creality Premium avec les Cuva Coins, c'est comme ça que ça s'appelle, qui permettent de, on gagne des points en faisant certaines choses, en venant tous les jours par exemple dessus, en achetant pour la première fois un objet. Donc ça c'est des choses, des missions à faire et qui nous permettent de gagner des points. Donc moi je suis pas entrepreneur, et ces points on peut les dépenser en achetant des modèles ou même si on a beaucoup de points en achetant si on est premium sur la boutique du filament ou des buses ou des bons d'achat. Donc voilà au niveau de Creality Cloud, donc l'interface web de Creality Cloud. Et si je viens sur l'onglet Workbench, j'ai accès à mon imprimante et je peux venir changer son nom par exemple, faire une mise à jour du firmware, alors là c'est pas nécessaire, régler les questions de vidéo, est-ce qu'il enregistre les timelapses, activer les détections AI et donc se mettre en pause s'il détecte un problème. Alors le First Layer Detection, ça il faut un lidar, donc avec la caméra de base qui est là, ça ne marche pas avec la K1C. On va pouvoir retrouver les fichiers qu'on a, qui sont sur le cloud, vous voyez ici, ça c'est d'autres que j'ai fait, et là c'est le bunny que je viens de faire. Et on a notre historique de print exactement, et les timelapses qu'on peut retélécharger ici, exactement comme on a eu avec... exactement comme on le voit dans l'application Creality Cloud ici. Dans Device,
détail et ce qu'on a accès ici. Je vais d'ailleurs, pour le montage de cette vidéo, venir sauvegarder les timelapses et on va venir chercher un autre modèle à imprimer, et puisqu'on a le premium, allons-y, un premium free. Et puis un gros modèle qui coûte cher. Voilà. Bon, alors là, ces modèles sont plutôt pour de la résine, hein, ces trucs-là. Alors on va prendre un gros modèle qui coûte un peu moins cher. Et je vais faire ici cette petite boîte à trésor, à secret en tortue, qui disent qu'il ne faut pas de support. Alors, je ne peux pas lancer le print directement puisque ce n'est pas une K1 Max que j'ai, mais je viens télécharger les fichiers. J'aurais aussi pu faire le Cloud Slice, et alors ça aurait été comme avec l'application, on a un slicer qui est directement ici. Bon, ça je vais pas le faire, j'ai préféré télécharger le STL et lancer l'impression ici. Alors, vous vous souvenez qu'ils ont dit qu'il y avait une détection AI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais slicer le modèle ici et je vais aller mettre un objet sur la plaque pour voir s'il le détecte et s'il commence à imprimer ou non avec l'objet. Donc on va d'abord, je vais garder tous les paramètres par défaut. Ils disent qu'il faut imprimer sans support, donc je vais imprimer sans support. Voilà, je désactive les supports. Au niveau de la vitesse, en infill à 300 mm par seconde, bon, on va être en 300-200, donc on va garder ça comme ceci. Je ne veux pas de brim, je veux rien du tout, et je le fais slicer. Alors si on regarde ici les vitesses, on peut voir que globalement il va imprimer les coques extérieures pas à une grande vitesse, et l'intérieur, ouais, ce sera globalement pas une super grande vitesse, mais bon, voilà, il en a pour 3 heures d'impression. A priori, il ne faut pas de support, hein, c'est ce qu'ils disent dans le modèle. Et je peux soit l'imprimer via le réseau, soit l'uploader dans Creality Cloud. Je vais l'imprimer via le réseau, mais d'abord je vais aller mettre un objet sur la plaque pour voir s'il le détecte et qu'il me dit aïe aïe aïe, il y a un problème. Alors je suis un grand distrait, hein, et j'ai oublié une pince sur ma planche, enfin sur mon bed. C'est vraiment dommage. Je lance l'impression par le réseau, je choisis mon imprimante, celle-là, c'est très bien. One click printing, ça veut dire que il la télécharge et il lance l'impression. C'est parfait. La vitesse d'upload est quand même bonne. Si je clique sur détail, vous voyez ma pince. Est-ce qu'il va la détecter? Vous voyez ici, ça s'est arrêté. Et il me dit, attention, AI Detection, il a fait une pause. Donc, ça marche. Et donc, on voit que ça a fonctionné. Donc, je vais aller retirer la pince coupante et faire continuer. Et voilà, vous voyez, la pince coupante a été retirée. J'ai continué et là, il va lancer son impression. Je vous retrouve après l'impression pour regarder ce que ça a donné. Alors, est-ce que ça s'est bien imprimé? En tout cas, ça colle bien sur le plateau, ça c'est certain. Heureusement qu'on a ces plateaux magnétiques. Alors là, j'ai un peu de stringing, mais voilà. La petite grenouille est sympa et ça se ferme bien. Alors maintenant, ce que je vais faire comme test, je vais tester la détection des spaghettis. Et pour tester la détection des spaghettis, je vais imprimer un modèle où j'aurais dû imprimer des supports et où c'est certain qu'il va y avoir des spaghettis. Alors donc je disais que pour tester la fonction AI de détection des spaghettis, je vais imprimer quelque chose qui est destiné à foirer. Et donc j'ai vite fait, très vite fait, modéliser cette potence. Alors je vais quand même en diminuer un peu la taille pour que ça dure pas trop longtemps. Mais voilà, on va lui demander d'imprimer ça comme ça. Ça devrait être un sacré défi et il devrait normalement pas réussir. Normalement, j'espère. Il lui a fallu du temps,
Mais déjà, il s'en est pas trop mal sorti avec le surplomb, hein, quand on y pense, quand on le voit comme ça. Mais ceci dit, il a fini quand même par détecter qu'il y avait des spaghettis. Et effectivement, cette fonction, alors bon, un peu de spaghettis, mais ça évite quand même de gaspiller trop de filaments. La fonction LiDAR l'a bien détecté et l'impression s'est stoppée. Alors, ça s'est stoppé quand même, mais il avait presque fini d'imprimer quand même. Donc, en tout cas, ça a l'air de marcher. Les spaghettis, quand c'était dans le bas, pas trop. C'est quand ça a commencé à faire les couches d'au-dessus. Peut-être que il a commencé à détecter des spaghettis. Peut-être qu'il a une tolérance à un certain nombre de spaghettis avant d'accepter. Enfin, toujours est-il que il a imprimé, il a fait ses spaghettis et ça s'est pas arrêté. Mais au bout d'un moment, alors qu'il continuait à imprimer sur le dessus, et là, ça s'est arrêté et ça m'a mis une alerte disant que le LiDAR avait détecté un problème. Alors bon, on a vu que ça fonctionnait bien avec le Creality Print, donc moi j'aime pas des masses le logiciel, mais il est facile à prendre en main, je pense, et si on n'a pas envie de se casser la tête, on aura une solution qui marche bien du premier coup, c'est très bien. Mais par contre, moi j'aime bien utiliser Orca Slicer, et on a la K1C qui est dans Orca Slicer, donc on va regarder un petit peu le profil par défaut de cette K1C. Alors, je ne vais bouger à aucun des paramètres, si ce n'est que je vais mettre du Creality générique PLA High Speed comme vitesse. Et je vais imprimer ce petit truc que j'avais fait sous Luban. Voilà, d'ailleurs que j'ai fait pour la vidéo Luban, qui sera au passage un bon petit test pour tester le profil. Une fois que je suis OK avec le profil, on fera un test de vitesse sous Orca Slicer. Alors ce que je vais venir faire d'abord, c'est voir si on sait avoir une connexion réseau. Donc pour ça, je vais venir mettre l'adresse IP de la machine. Et donc voilà, vous pouvez voir que j'ai ici mon interface de la Creality K1. Donc ça me permet de bien vérifier tout ça. Et je vais faire la découpe du plateau. Voilà, j'en ai pour 56 minutes. Et je vais l'imprimer. Alors, malheureusement, et je n'ai pas trouvé de solution, je ne peux pas l'envoyer directement à l'imprimante depuis Orca Slicer. Normalement, le truc pour pouvoir le faire, c'est qu'il faut router la machine. Alors moi je l'ai pas fait, mais voilà, donc si on veut le faire, il faut router la machine, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le J-code et dans l'onglet appareil, je vais simplement venir l'uploader comme ça ici en cliquant sur import, et voilà, il est chargé et je peux lancer l'impression d'ici comme cela. Alors c'est pas aussi fluide que si on avait accès, mais on peut le faire comme ça sans router la machine. Si on route la machine, mais moi je vais pas le faire ici, on peut avoir accès comme ça facilement à Orca Slicer dans tout son potentiel. Alors juste une chose, vous voyez quand j'ai ici, en fait j'ai accès à l'interface web, comme si c'était une page web. Quand on vient ici mettre l'adresse IP, si vous cliquez tester, il vous met une erreur. Mais en fait malgré l'erreur, vous faites OK et vous avez accès à l'imprimante. Bon allez, c'est parti pour l'impression. Alors, ça c'est bien imprimé, donc j'ai un peu de stringing, mais ça va. Ça donne un beau résultat. Et la première couche est très bien, de ce côté-là, rien à dire, c'est hyper lisse et elle donne super bien. Alors maintenant, on va tester un peu la vitesse, mais je ne vais pas faire la tour de vitesse que j'ai fait dernièrement. Je vais plutôt tester la vitesse en situation réelle et voir si en montant les vitesses au maximum, on va pouvoir arriver à imprimer un modèle quand même correct. Bon, alors déjà, et ça c'est pas mal, on peut voir que ça s'est imprimé. Alors, hop, voilà, ça s'est imprimé. Alors le filament vert était peut-être pas le plus adapté pour ça, mais voilà, c'est la qualité du détail est bien. On voit un petit peu ici, un peu de ghosting en haut, mais bon, la vitesse était quand même pas mal élevée, mais globalement, bon, je trouve que on peut dire qu'elle a réussi son test d'impression. Alors je conseille vraiment pas d'essayer d'exploiter les vitesses à ce point-là, parce que déjà on n'a pas la meilleure qualité possible, et ensuite
ça risque quand même de donner une vétusté prématurée des pièces, hein, enfin des pièces de votre machine, des moteurs, etc. Donc moi, je conseille d'utiliser cette machine à une vitesse de 250-300 mm par seconde, ce qui est déjà une vitesse très très élevée, je trouve. Enfin, personnellement, moi, j'ai rarement besoin d'aller plus haut que ça. Je suis pas vraiment partisan de la course aux chiffres, et la plupart du temps, en fait, je testais même pas les vitesses dans mes tests parce que si ça imprime bien avec une durée correcte d'impression, ben pour moi ça me va bien. Mais je sais que vous êtes plusieurs à demander, oui mais niveau vitesse ça donne quoi? Donc ben voilà, hein, niveau vitesse. Son argument marketing, elle le tient plus ou moins. Je n'ai pas de vue de l'impact sur la durée de vie de la machine si on est tout le temps dans les vitesses maximum. Bon, les vitesses maximum dépendent aussi du type d'objet. C'est pour ça que j'ai voulu faire ici un objet qui est plus classique, hein, pas un carré qui ne sert en fait à rien. Mais en même temps, vous avez vu que dans le slicer, il peut jamais monter. Hein, avec les types de courbes, il ralentit pour les courbes, il ralentit pour pour plein de choses. Donc, dans les faits, on n'imprime jamais vraiment complètement à 500 mm par seconde. Bon alors, maintenant que ceci a été vu, eh ben, on va passer au TPU et au carbone. Alors on va commencer par le TPU. Je vais faire un petit design pour quelque chose que j'ai besoin ici dans l'atelier et on va voir si il imprime en gardant une précision dimensionnelle correcte en TPU. Bon, alors on va faire un test avec du TPU pour voir si avec Reality Print les paramètres, voilà, si on peut imprimer du TPU comme ça sans trop se casser la tête. Je vais prendre le profil générique TPU puisque c'est du TPU de chez Bamboo je pense que j'ai, et je vais modéliser vite fait une petite bafouille. C'est en fait simplement une petite attache pour le seau de ma wash and cure pour la grosse machine. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne et vous voyez le seau, on a le tuyau qui est dedans et qui se bouge pas comme il faut. Donc je vais vite faire quelque chose comme ceci pour pouvoir l'attacher. On va voir, et je vais l'imprimer en TPU. Je vais devoir avoir une attache avec un diamètre de 3 mm et un trou avec un diamètre de 10 mm. C'est une bonne manière également de tester la précision dimensionnelle sur une impression en TPU. Alors je n'ai eu aucun problème à imprimer le TPU, hein, vous voyez la pièce est vraiment toute petite, ça s'est vraiment bien imprimé. J'ai juste pas bien conçu mon design ici puisque ça s'accroche pas, donc je vais recommencer et l'adapter et réimprimer pour vous montrer ce que je comptais en faire. Mais globalement, voilà, avec le TPU, vraiment aucun problème, même sur une toute petite pièce qui nécessite de la précision dimensionnelle. Les paramètres par défaut dans Reality Print étaient très bien. Et voilà, la petite pièce est imprimée, réadaptée. Alors, c'est très bien et je vais vous montrer à quoi est-ce qu'elle allait servir. Donc, je disais, j'avais ce seau, hein, et dans un test par rapport à la machine auquel est lié ce seau, je disais que des fois, quand l'eau ressortait, ça bougeait. C'était un peu ennuyant. Donc, je suis venu faire cette petite pièce pour y mettre mon tuyau. Alors, en TPU, c'est mieux, hein, pour pouvoir avoir un diamètre légèrement inférieur à celui du tuyau, histoire que ça tienne bien, comme ceci. Et maintenant, grâce à l'autre petite accroche, et il s'envolera plus. Et voilà, il tient comme il faut ici. Et ça évitera que lorsqu'il y a un peu trop de pression d'eau, le tuyau s'envole. Bon, alors maintenant qu'on a vu que le TPU ça fonctionnait bien, on va essayer maintenant d'imprimer en PLA-CF avec les paramètres par défaut. Hein. Je vais pas me casser la tête, j'ai du filament PLA-CF de chez Creality. Je vais utiliser leur profil par défaut. Et je vais faire cette petite chose. Alors cette chose, je vais vous montrer ce que c'est. Hein. C'est ici une petite spatule pour nettoyer le plateau de la Saturn 4 Ultra qui a un petit inconvénient, hein, c'est que la résine reste s'accumuler là. Et donc voilà, c'est Julien Méry qui a fait ça. Je mettrai le lien en description. C'est un super petit truc. Et au passage, je vais y mettre aussi un petit crochet. Comme ça, je vais pouvoir mettre cette spatule près de mon mur. Et voilà, il est censé me le faire en 1h33, donc on va aller imprimer ça.
Bon, alors ça c'est bien imprimé, hein. Ça a l'air en tout cas de s'être imprimé à peu près aussi bien que du PLA. Alors, j'ai un petit peu de stringing. Bon, mais rien de bien méchant. Ça c'est bien imprimé. À voir maintenant la solidité, mais on n'a pas eu de souci de ce côté-là. Ici, j'ai un peu sur le côté. Voilà, c'est pas 100% beau. Je pense que il faut encore affiner les paramètres, mais je rappelle ici quand même qu'on est sur... J'ai simplement mis le filament et choisi les paramètres par défaut. J'ai fait aucune optimisation. On doit juste réussir à retirer ce support. Voilà, sans problème, le support est retiré. Donc ici, un peu moins beau, mais voilà, je n'ai fait aucune optimisation. J'ai juste mis le filament PLA-CF, les paramètres dans Creality Print et il est certain qu'on peut optimiser un petit peu tout ça, hein. Donc ici, je vois bien qu'il y a un petit peu de stringing et au niveau des couches supérieures, je suis pas entièrement satisfait, mais c'est déjà une super base, hein. Pour avoir des petites pièces fonctionnelles comme ça en PLA-CF, on a une super base. Alors il faut avoir l'usage, hein, du CF, ça je suis bien d'accord, mais c'est bien parti. Je vais faire un dernier print pour la route, toujours avec le PLA-CF, et on pourra passer à la conclusion. Allez, pour terminer ce test, et avec du carbone, hein, avec du PLA-CF, puisque hein, on est sur la K1C, je vais imprimer cette petite sculpture, histoire de faire un cadeau à ma chérie. Et je pense que le rendu du PLA-CF pourrait donner quelque chose de sympa avec ce modèle. Alors je ne sais pas, hein, puisque je vais devoir quand même mettre un petit peu de support de type arbre. J'espère que ça donnera quelque chose, mais on verra, hein. Et voilà, il va imprimer principalement aux alentours de 180 pour les périmètres extérieurs, hein. Il ralentit un petit peu sur les surplombs et en hauteur. Et le remplissage, il va être à 270-300, donc c'est plutôt une vitesse correcte. Et il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Oh, ça accroche bien. Hop. Et voilà, ça c'est bien imprimé. Je vais retirer les supports. Hop. Pour ça, les supports de type arbre, c'est quand même magique. Et on a donc une très jolie sculpture. Le petit côté carbone, on le voit pas tant que ça, mais ça va, ça donne quand même quelque chose de sympathique. Donc, on peut voir, pour imprimer le PLA-CF, effectivement, aucun problème avec la machine, ça s'imprime aussi facilement que du PLA normal. Faut juste bien penser à laisser le capot, parce que ça et fermer la porte, le filament est plus sensible à l'humidité, et je pense qu'avec le dryer en complément, ça aide pas mal, ou en tout cas bien penser à avoir déshumidifié votre filament si vous l'aviez déjà utilisé. Je pense qu'on a fait un bon tour de la machine, on va passer maintenant à la conclusion. Bon, alors j'avais dit on passe à la conclusion, mais en fait entre temps j'avais encore imprimé un petit modèle de plus, et donc tant qu'à faire, hein, autant vous montrer ceci. Donc c'est toujours avec le PLA carbone, hein. Et voilà ce que ça donne au final après avoir été un petit peu peint. Et voilà, donc les deux petites sculptures dans ma bibliothèque qui sont faites toutes les deux au PLA-CF. Allez, maintenant on passe vraiment à la conclusion. Bon alors voilà, je fais la conclusion après le montage et je me rends compte que j'ai vraiment déconné par rapport au montage. La vidéo est longue, très longue. Je ne sais pas, enfin voilà, j'ai enregistré plein de choses et puis j'avais pas envie de trop sacrifier mes rushs. J'ai essayé quand même de concentrer, mais finalement on a quand même une vidéo de plus d'1h20. Donc j'espère que vous aurez vu quand même tous les aspects de cette K1C. Si vous vous posiez des questions, j'espère que ça aura pu être répondu. Alors ma conclusion, elle va être très simple. Très bien. Voilà, merci, à bientôt. Non, allez, plus sérieusement, j'avais pas été vraiment satisfait de la K1 normale. Je pense qu'on peut retrouver mon test, j'y voyais des bonnes choses, mais c'était une conclusion un peu en demi-teinte.
Et je dois avouer que Creality a bien corrigé la copie avec cette imprimante. Alors oui, certes, il reste pour moi toujours la faiblesse qui est l'écosystème fermé que Creality essaye plutôt d'imposer, hein, l'utilisation de Creality OS et donc d'une espèce de clipper fermé qui fait qu'on n'a pas aussi facile à pouvoir l'utiliser dans Orca Slicer. L'utilisation plus étendue de Creality Print qui s'est largement améliorée, hein, mais qui reste quand même pas à la hauteur d'autres slicers que moi j'utilise. Donc pour un usage comme le mien, voilà, hein, elle a quelques limitations. Maintenant, je pense que franchement, au vu de son prix, au vu de ce qu'elle permet, au vu de son look, pour quelqu'un qui veut démarrer dans l'impression 3D avec une solution qui fonctionne, qui est pas mal au niveau de son prix, qui s'intègre bien dans l'atelier, enfin voilà, ça c'est une question très personnelle, hein, le look de l'imprimante, mais en tout cas, je pense que c'est quand même une valeur relativement sûre. Je ne sais pas si c'est une valeur relativement sûre pour le bricoleur expérimenté, quoique, hein, vous avez pu voir, j'ai imprimé avec le PLACF sans absolument aucune optimisation des paramètres et le résultat est plus que correct. Alors oui, le résultat peut être affiné, oui, on peut encore atteindre de meilleurs résultats en travaillant un peu sur les profils, sur la calibration, etc. Mais comme ça, hein, rien qu'en mettant le filament et le profil par défaut dans Creality Print, on a de bons résultats. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien pour cette machine. Pour le prix de la machine, on a une machine avec laquelle on peut commencer à imprimer tout de suite et obtenir des résultats plus que corrects. Et ça, ce serait la conclusion que j'aurais. Après, on adhère ou on n'adhère pas à l'écosystème, on adhère ou on n'adhère pas au look and feel de Creality Print. Ça, c'est une question très personnelle et je vais pas pouvoir répondre pour vous. Je connais des gens qui adorent Creality Print, qui adorent l'écosystème, qui aiment beaucoup l'application avec le côté un peu gamification de l'application, gagner des points, etc. Et tant mieux pour eux, vraiment, c'est bien. Moi, je suis pas dans ce trip-là, donc moi, ça me parle un peu moins. Voilà. Donc ça, ce serait un peu la conclusion que je donnerais à cette imprimante. Plutôt une bonne, voilà, quand ils ont annoncé une amélioration de la K1 avec. Donc, c'était pas simplement pouvoir prendre en charge le carbone, hein, c'était aussi corriger les quelques erreurs qui faisaient que la K1 ne donnait pas entièrement satisfaction. Et donc je me suis dit allez, hein, pourquoi pas. On ne sait jamais. Parce que j'avais envie d'y croire moi dans la K1. Je trouvais ça bien l'alternative à Bambu Lab. Moi j'aime pas les marchés qui sont comme ça à position dominante. J'aime bien qu'il y ait de la concurrence. J'aime bien qu'il y ait le choix, que si notre crèmerie c'est Creality, on peut trouver la même chose que chez Bambu Lab. Moi je trouve que c'est bien. Ça dynamise le marché et ça donne à tout le monde la possibilité d'avoir du bon matos dans ce qui est confortable pour lui. Donc moi j'étais un peu déçu que c'était en fait pas top la K1. Et donc je pense qu'ils ont pas mal corrigé leur copie d'un point de vue en tout cas matériel avec cette machine là. D'un point de vue logiciel, Creality Print en tout cas sous Mac fonctionne déjà beaucoup mieux que quand j'avais testé la K1. Le Creality Cloud en lui-même, je suis plus réservé. Voilà. Mais pour le reste, je dirais globalement une expérience positive pour moi. Et je vais vous dire, j'ai beaucoup d'imprimantes dans mon atelier et j'ai un laser CO qui va arriver. Il faut que je fasse de la place et je dois me demander quelle imprimante, je vais me séparer de quelle imprimante. Et franchement, je m'étais dit, je vais la tester, mais à mon avis, voilà, je vais pas la garder. Eh ben, j'en sais rien parce que en fait, je la trouve, elle me plaît cette imprimante. Elle me plaît et je sais pas trop dire pourquoi parce que je suis pas fan de l'écosystème. Mais c'est une imprimante qui me plaît quand même et je vais voir. Je sais pas encore, mais je pense que je vais quand même la garder. Enfin, on verra. On verra si je reçois une K2. Hein, peut-être que celle-là sera encore meilleure. Et voilà, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo était déjà bien longue. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou ce que vous pensez de la machine dans les commentaires. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, restez proche de vos proches.